Bonjour mes chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi les mathématiques sont cruciales dans le domaine du machine learning. Nous découvrons comment elles permettent aux algorithmes d'apprendre à partir des données et de prendre des décisions intelligentes, révolutionnant ainsi le monde. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser particulièrement au réseau des neurones dont un exemple est illustré ici. La couche d'entrée est composée de INS1 et INS2. La première couche cachée est constituée de Z1, Z12, Z13 et des préactivations et des activations A11, A12 et A13. La deuxième couche cachée est composée des activations, des préactivations Z21, Z22 et des activations A1, A21 et A22. La couche de sortie est composée de la préactivation Z31 et, et l'activation A1, A31. Les WI sont exactement les poids correspondant à chaque entrée liant l'entrée et la sortie d'un neurone. Ici est un neurone, ici est un neurone, c'est-à-dire c'est le premier neurone de la première couche cachée, et ici est le deuxième neurone de la première couche cachée, et ici est le troisième neurone de la troisième couche cachée. Les W1 relie l'entrée X1 avec le premier couche, avec le premier neurone plutôt, avec le premier neurone de la première couche cachée. Ainsi de suite, ainsi de suite. À partir de ce schéma, nous arrivons à établir la relation 1 définie par cette expression Z1, définie par cette expression ZJK, où le K ici correspond exactement au numéro de la couche K, au numéro de la couche, et le, le J correspond exactement au numéro du neurone, au numéro du neurone de la couche K. Le N ici est exactement le nombre de couches, est exactement le nombre de neurones qui contient la couche K. Les W, I, J, K constituent exactement les coefficients de la matrice de poids de la matrice de poids du couche, de la couche K, de la couche K, et les AK, AK-1, c'est exactement la matrice de l'activation de la couche précédente à la couche K. Et ici, c'est le BJK, c'est exactement le vecteur, c'est exactement le biais de la couche, le biais du neurone, le biais du neurone J de la couche K. On définit exactement la matrice de la couche K par la relation 2, dont ici le ZK est exactement la préactivation de la couche K, et le sigma est appelé le sigmoïde. Donc l'expression de sigmoïde, c'est une fonction dont cette expression est donnée par 1 sur 1 plus exponentielle moins ZI, moins Z, moins ZK plutôt, non ZI, moins ZK. À partir de la relation 1, on arrive à établir que dans la première couche cachée, les ZI, on obtient le système suivant. Et ce système nous conduit à la relation matricielle qui est liée par cette relation. On obtient aussi exactement à partir de ceci en posant que W1 est égal à cette matrice et en posant que grand X
est exactement ce matrice et en posant que B1 est exactement ce vecteur, on obtient la relation 3 donnée par, on obtient la préactivation donnée par la relation 3 ici. En, en utilisant maintenant la deuxième couche cachée de notre neurone, on obtient que la préactivation est donnée par la préactivation du premier neurone est donnée par cette relation et la deuxième préactivation est aussi donnée par cette relation, ce qui est équivalent à la relation matricielle suivante à cette relation matricielle et nous définissons finalement la relation 4. La relation 4, cette relation 4 nous permet de définir la forme matricielle, nous permet de définir la forme matricielle de la préactivation de la couche, de la deuxième couche cachée. Cette relation 4 nous permet de pouvoir définir exactement la préactivation de la deuxième couche cachée. Dans la couche de sortie, dans la couche de sortie, nous avons simplement un seul neurone. Donc, ce qui nous permet d'obtenir cette relation, c'est-à-dire la préactivation à la sortie de la couche est donnée par cette relation. Et cette relation, on peut l'écrire sous forme matricielle qui nous conduit à cette relation qui nous conduit à cette relation. Donc, on arrive finalement à définir l'activation, la préactivation plutôt de la dernière couche par la relation 5, où le vecteur biais est constitué simplement d'un seul élément. La préactivation est constituée de ce vecteur et le vecteur poids est constitué de ce vecteur parce que notre dernière couche contient simplement un seul neurone. Pour cela, à partir de ces relations, c'est-à-dire de la relation 5, de la relation, plutôt à partir de la relation 1 jusqu'à la relation 5, on arrive maintenant à définir ce qu'on appelle la propagation avant, appelée en anglais forward propagation. Cette relation, on arrive à définir que pour n'importe quel cas qui varie de 1 jusqu'à L, le ZK, c'est-à-dire l'activation, c'est-à-dire la préactivation de la couche K, est donné par WK fois AK-1 plus BK, où AK est donné par 1 sur 1 plus exponentielle de moins ZK. Et on définit le A0 par X, c'est-à-dire A0 initialement est égal à X, ce qui nous permettra de pouvoir démarrer et de pouvoir parcourir tout, tout notre réseau de neurones. Ici, nous supposons que nous avons grand N couches, nous avons grand N couches cachées, sauf la couche d'entrée, sauf la couche d'entrée qui est initialisée par X. Donc, à partir de cela, nous allons s'intéresser maintenant à la propagation arrière. Pour connaître la propagation arrière, il faut d'abord parler de la dérivée. Il faut parler d'abord de la dérivée de la préactivation et de l'activation. Donc, donc, quand nous prenons cela, notre AK, c'est-à-dire nous supposons que nous sommes dans la dernière couche, la dernière couche nous permet de retrouver la dernière, la dernière activation et la dernière préactivation. Or, nous savons que l'activation est fonction de la préactivation qui est égale à 1 sur exponentielle 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Donc, lorsqu'on dérive cette expression, on arrive à trouver que la dérivée de l'activation dans la dernière couche est égale à exponentielle de moins la préactivation divisé par 1 plus exponentielle de moins l'activation au carré. Lorsque on ajoute 1 et on retranche le 1 au numérateur de cette expression, on obtient
cette expression en divisant maintenant, en divisant terme à terme, c'est-à-dire en considérant 1 plus exponentielle de 1 plus exponentielle de moins z comme un terme et moins 1 aussi comme le second terme et en divisant maintenant chaque terme par le dénominateur, on obtient cette expression ici. En factorisant maintenant cette expression par 1 sur 1 plus exponentielle de ZL, on obtient cette expression. Il faut remarquer que l'activation à la dernière couche, c'est exactement 1 sur 1 sur 1 plus exponentielle de moins ZL. Donc, quand on le fait, on obtient exactement cette relation 7. Donc, on conclut que la dérivée de la dérivée de l'activation de la dernière couche par rapport à la préactivation de cette couche est exactement égale à l'activation de la couche multipliée par 1 moins l'activation de cette couche, qui est exactement la relation 7. Maintenant, nous allons s'intéresser à la fonction de coût de modèle. De notre modèle ici, on considère que nous avons un modèle de classification binaire. Un modèle de classification binaire est quoi? Est un modèle qui, qui donne 0 ou 1, c'est-à-dire soit on obtient ce que nous cherchons, ou soit on ne l'obtient pas, c'est-à-dire une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve de Bernoulli. Ici, notre Y, la fonction de préactivation, la fonction de coût est exactement donnée par la relation 8 ici. L'oméga est donné par la relation 8. Dans cette formule, Y ici est le vecteur de l'étiquette a exactement M taille, c'est-à-dire la dimension de ce vecteur est M. Le A ici est exactement l'activation. Le W, c'est exactement le vecteur poids, et le B est le vecteur biais. À partir de cette relation 8, nous allons s'intéresser maintenant à la dérivée de la fonction de coût par rapport aux paramètres. Lorsqu'on dérive la fonction de coût par rapport à l'activation, par rapport à la préactivation de la dernière couche, cela nous revient à appliquer la formule de composition en chaîne. La formule de composition en chaîne nous dit que la dérivée partielle de la fonction d'activation par rapport à la préactivation, c'est exactement égal à la dérivée de la fonction de coût par rapport à l'activation de la dernière couche multipliée par la dérivée partielle de l'activation de la couche par rapport à la préactivation de cette couche. Lorsqu'on dérive la fonction de coût par rapport à l'activation, on obtient exactement cette expression. Et la dérivée de la préactivation par rapport à l'activation de cette couche donne exactement cette expression. En multipliant maintenant cette expression dans ce terme, on obtient exactement cette relation qui est notée par la relation 9. C'est-à-dire quoi? La dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à la préactivation de la dernière couche est égale à 1 sur M facteur de l'activation de la dernière couche moins l'étiquette, qui est la relation 9. On va s'intéresser, on va voir quelle est la dynamique de notre dérivée partielle par rapport à l'activation, par rapport à la préactivation plutôt. Donc, à partir de cela, on va s'intéresser à la couche qui est avant la couche de sortie. Donc, la dérivée maintenant de notre fonction de coût par rapport à l'activation de la couche L-1 nous donne à partir de la formule de décomposition de la dérivée en chaîne,
est donné par cette expression, est donné par cette expression. Maintenant, de là, quand nous considérons exactement ces deux premiers termes, on remarque que ces deux premiers termes, c'est exactement la dérivée de la fonction de coût par rapport, par rapport à l'activation de la dernière couche, multiplié par ces deux termes-là. Il faut remarquer que la dérivée de la, il faut remarquer que la dérivée de l'activation de la dernière couche par rapport par rapport à la préactivation de la couche précédente, c'est exactement le vecteur poids de l'activation de la couche. C'est le vecteur poids, c'est le vecteur poids de la couche, de la couche L. Donc, et celui-ci est exactement est donné par cette relation. Mais ici, pour que pour qu'on ait la compatibilité pour avoir la compatibilité entre les produits matriciels, il faut remarquer qu'il nous faut faire une transposée. Il faut prendre la transposée, il faut prendre la transposée des WL, des WL, parce que le nombre de lignes pour avoir la compatibilité du produit vectoriel des matrices. Et ce produit ici n'est pas un produit matriciel, mais c'est plutôt le produit thème à thème. Ce thème, c'est le produit thème à thème. Ici, c'est le produit thème à thème, c'est-à-dire le A, l'activation de la couche L-1 multiplié par 1 moins l'activation de cette couche, c'est le produit terme à terme et non le produit matriciel. C'est le produit terme à terme, ce terme-là, et non le produit matriciel, qui est donné par la relation 10. On va s'intéresser maintenant à la dérivée de la fonction de coût par rapport au vecteur poids. On va s'intéresser généralement d'abord par la dérivée par rapport au vecteur poids de la dernière couche et voir ce qui se passe. Lorsque nous prenons cette expression maintenant, la dérivée de la fonction de coût par rapport au vecteur poids de la dernière couche, c'est exactement la dérivée de L par rapport à l'activation de cette couche multipliée par la dérivée partielle de l'activation de la dernière couche par rapport à la préactivation multipliée par la dérivée partielle de l'activation, de la préactivation plutôt, de la dernière couche par rapport au vecteur WL. Maintenant, quand on prend les deux premiers termes, ces deux premiers termes donnent exactement la dérivée de L par rapport à la préactivation de la dernière couche. Et ce terme nous donne exactement le vecteur, nous donne exactement la matrice, c'est-à-dire nous donne l'activation de la couche précédente qui est la couche L-1. Donc, c'est ça qui nous permet d'obtenir exactement la relation 11. En cherchant à voir quelle est la dynamique de notre dérivée partielle, on va s'intéresser maintenant à la dérivée de la fonction de coût par rapport par rapport au vecteur poids, par rapport au vecteur poids, par rapport au vecteur poids de la couche précédente, c'est-à-dire de la couche L-1. Donc, lorsqu'on le fait, on constate que cette dérivée, c'est exactement le dérivé de L par rapport à L multiplié par la dérivée de AL par rapport à L multiplié par la dérivée partielle de ZL par rapport à AL-1 multiplié par la dérivée partielle de AL-1 par rapport à ZL-1 multiplié par la dérivée partielle de AL-1 par rapport à WL-1. Donc, lorsque nous considérons les deux premiers termes, c'est exactement la dérivée de L par rapport à WL. Mais la dérivée de AL par rapport à la dérivée de l'activation de la dernière couche par rapport, par rapport, par rapport à l'activation de l'avant-dernière couche nous donne exactement WL.
Et cette dérivée, la dérivée de l'activation de la couche L-1 par rapport à son préactivation, par rapport aux préactivations de cette couche, nous donne exactement cette expression, nous donne exactement cette expression, c'est-à-dire AL-1 facteur de 1 moins AL-1. Et la dérivée de l'activation de l'avant-dernière couche par rapport au vecteur poids de cette couche, donne exactement AL-1. À cause de la compatibilité du produit matriciel, pour avoir la compatibilité du produit matriciel, on est obligé de prendre la transposée, de WL, pour avoir la compatibilité du produit matriciel ici. Et on obtient exactement que ces, ces quatre premiers termes, c'est exactement la dérivée de la fonction, c'est exactement la dérivée de la fonction de coût par rapport à l'activation de cette couche, de la couche L-1, multipliée maintenant par AL-2. Donc, de façon générale, on obtient cette expression qui est la relation 12. On va s'intéresser maintenant à la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport au biais. Lorsque nous le faisons, on constate que la dérivée de la fonction de coût par rapport au vecteur biais de la dernière couche, c'est exactement la dérivée partielle de, de L par rapport à ZL fois le vecteur constitué de 1. Celui-ci est un produit scalaire. Ce produit scalaire, c'est exactement l'axome. C'est exactement l'axome de la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à l'activation de la dernière couche qu'on a notée ici par la relation 13. En cherchant à voir quelle est la dynamique de notre système, de notre dérivée par rapport au vecteur biaire, on s'intéresse maintenant à dériver cette fonction de coût par rapport au vecteur biaire de l'avant-dernière couche, et ce qui nous conduit encore à la même expression. Donc, on retrouve la relation 14, qui est la somme de la dérivée partielle, de la fonction de coût par rapport à la préactivation de l'avant-dernière couche. De façon globale, maintenant, on va récapituler cela, ce qu'on va appeler maintenant la propagation arrière, ou bien back propagation en anglais. On définira finalement que pour n'importe quel cas, temps L-1 jusqu'à 1, la dérivée de la fonction de coût par rapport à ZK nous donne exactement la relation 15. Et que la dérivée de la fonction de coût par rapport biais, au vecteur biais est donnée par la relation 17 et la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à la matrice de poids de la couche K est donnée par la relation 16. Et il faut noter que la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à la dernière couche est égale à 1 sur M fois l'activation de la couche L, de la dernière couche, moins le vecteur étiquette. Nous avons exploré ensemble comment les mathématiques forment la colonne vertébrale du machine learning en permettant aux algorithmes de transformer les données en décisions intelligentes. Si cela vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas de s'abonner et de liker, puis de partager vos commentaires, vos pensées en commentaire. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo nous, dans laquelle nous allons essayer d'implémenter ces formules mathématiques que nous venons de mettre en place.